Dès que je suis revenue de ma césarienne, j'ai demandé à mes parents de s'occuper du bébé pendant que je me reposais. Le lendemain matin, j'ai réclamé ma petite fille, et ma mère a dit nonchalamment, « Oh, ma chérie, ta sœur avait besoin d'argent pour ses vacances de luxe, et nos fonds n'étaient pas suffisants, alors ta sœur a dû faire ce qui était le mieux pour elle. » J'ai crié, « Où est ma fille ?» Ma sœur est entrée en trombe et a commencé à me gifler violemment au visage, en disant, « Je ne veux pas entendre tes jérémiades. Fais-en un autre, c'est tout. » Elle est partie depuis longtemps. J'ai perdu la tête. Et quand j'ai essayé de l'attraper, mon père m'a saisi par les cheveux en disant, « Elle part pour ses vacances. » Ce qu'il a fait de moi ensuite était impensable. Ils m'ont ensuite enfermé dans la cave. Mais j'ai alors fait quelque chose qui les a laissés en état de choc complet. Les lumières fluorescentes de l'hôpital me piquaient les yeux comme des aiguilles tandis que l'infirmière me ramenait dans ma chambre en fauteuil roulant. Tout ce qui se trouvait en dessous de ma taille était engourdi et mes bras tremblaient à cause de la rachianesthésie qui s'estompait de manière inégale. Ma fille était née 3 heures plus tôt, arrivant au monde en hurlant avec un poids de 3,3 kg. L'équipe chirurgicale l'avait soulevée pour que je puisse voir brièvement cette minuscule créature au visage violacé, gémissant d'indignation, avant de l'emporter pour la nettoyer et l'examiner. Je l'avais à peine tenue pendant 15 minutes avant que l'épuisement ne s'abatte sur moi comme une vague. L'opération avait duré plus longtemps que prévu en raison de complications liées à du tissu cicatriciel d'une ancienne appendicectomie. Mon obstétricienne, le docteur Martinez, m'avait expliqué quelque chose à propos d'adhérence pendant que je luttais pour garder les yeux ouverts. Tout ce dont je me souvenais, c'était la sensation d'avoir été percuté par un camion, démonté et mal remonté. Mes parents se tenaient à l'entrée de la chambre d'hôpital lorsque l'infirmière m'a aidé à passer du fauteuil roulant au lit. Hélène portait sa tenue d'église, la robe bleu marine qu'elle réservait pour les grandes occasions, bien qu'elle l'eût associée à des chaussures de course qui semblaient absurdes. Marcus se tenait derrière elle, déjà en train de consulter son téléphone comme s'il avait mieux à faire ailleurs. « Elle est magnifique », dit Hélène en se dirigeant vers le berceau en plastique où ma fille dormait, emmaillotée dans la couverture d'hôpital standard à motif d'empreintes de pieds roses et bleus. Elle ressemble exactement à Charlotte à cet âge. Quelque chose s'est resserré dans ma poitrine à la comparaison avec ma sœur, mais je l'ai repoussé. Il ne s'agissait pas de Charlotte. C'était censé être mon moment. On devrait te laisser te reposer, dit Marcus, jetant à peine un regard à sa petite fille. Tu as une sale mine. Merci, papa. J'ai essayé de rire, mais cela ressemblait plus à un sifflement. L'incision me lançait malgré l'analgésique qui coulait dans ma perfusion. Pourriez-vous la surveiller tous les deux pendant que je dors ? Juste pour quelques heures. Les infirmières ont dit qu'elles vous montreraient comment la changer et me l'amèneraient quand elle aura besoin de téter. Hélène fit un geste dédaigneux de la main. J'ai élevé 2 enfants. Je pense que je peux m'occuper d'un nouveau-né pendant quelques heures. L'infirmière, une femme nommée Patricia aux yeux bienveillants et aux cheveux grisonnants, a montré comment vérifier la couche, comment soutenir la tête du bébé, comment appeler à l'aide si quelque chose semblait anormal. Je regardais à travers mes paupières lourdes, voulant mémoriser chaque détail, mais sentant la conscience m'échapper comme de l'eau entre mes doigts. On s'en occupe, dit Marcus d'un ton agacé. Dors, maintenant. Je voulais protester, insister pour la garder près de moi, mais mon corps avait d'autres plans. À l'instant où ma tête a touché l'oreiller, le noir m'a englouti. Les rêves sont venus par fragments. Je courais dans la maison de mon enfance, cherchant quelque chose que j'avais perdu. Chaque porte que j'ouvrais menait à un autre couloir, à une autre série de portes. Quelqu'un pleurait, mais je ne pouvais pas localiser la source. Charlotte est apparue dans un rêve, portant sa robe de mariée, riant de quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Quand je me suis réveillée, la lumière du matin filtrait à travers les stores en bande pâle. J'avais la bouche pâteuse et ma vessie criait pour attirer l'attention. La perfusion dans mon bras tirait quand j'essayais de bouger et la douleur de mon incision était passée d'une pulsation à une sensation de brûlure vive. Le berceau à côté de mon lit était vide. Mon cœur a fait un bond. Il l'avait probablement emmenée à la nurserie où Hélène l'avait dans la salle d'attente. J'ai appuyé sur le bouton d'appel et une autre infirmière est apparue, plus jeune que Patricia,
avec des mèches violettes dans les cheveux et un badge indiquant « Ashley ». « Où est mon bébé ?» Les mots sont sortis. Ashley a vérifié le dossier accroché au bout de mon lit. Vos parents l'ont emmené vers minuit. Ils ont dit qu'ils la ramèneraient à votre réveil. Avez-vous besoin d'un analgésique? Oui, mais j'ai encore plus besoin de ma fille. Pouvez-vous les trouver? Elle a promis de vérifier la salle d'attente et la nurserie tout en m'administrant une autre dose de médicaments par ma perfusion. 20 minutes se sont écoulées. Mes seins me faisaient mal, gorgés de lait qui devait être exprimé. La chute hormonale qui suit l'accouchement s'est installée sur moi comme une lourde couverture, rendant tout à la fois urgent et désespéré. Ashley est revenue avec une expression perplexe. Vos parents ne sont pas dans la salle d'attente, et le bébé n'est pas à la nurserie. Laissez-moi vérifier à l'accueil. De la glace s'est formée dans mon estomac. Il ne serait pas parti. Il ne l'aurait pas emmené quelque part sans me le dire. Hélène pouvait être écervelée, mais elle n'était pas cruelle. Sauf que je me suis souvenu de toutes les fois où elle avait choisi Charlotte plutôt que moi. Toutes les fois où elle avait rejeté mes sentiments comme étant mélodramatiques. Toutes les fois où Marcus s'était simplement absenté de tout conflit. Mon téléphone était sur la table de chevet et je l'ai attrapé avec des mains tremblantes. 3 appels manqués d'un numéro inconnu. 2 SMS d'Hélène envoyés il y a 6 heures. On a ramené le bébé à la maison pour que tu puisses te reposer correctement. L'hôpital est trop bruyant. Ne t'inquiète pas, on sait ce qu'on fait. Une rage blanche et brûlante m'a envahi, éclipsant momentanément la douleur. Ils avaient emmené ma fille nouveau-née, âgée de moins de 24 heures, hors de l'hôpital sans permission, sans mon consentement. Le visage d'Ashley a pâli quand je lui ai montré les messages. Ils n'ont pas le droit de faire ça, a-t-elle dit. Les bébés ne sortent pas sans la mère, sauf en cas d'ordonnance du tribunal ou de nécessité médicale. Je dois avertir la sécurité et ma superviseure. L'heure suivante s'est écoulée dans un brouillard de personnel hospitalier me posant des questions auxquelles je pouvais à peine répondre. Oui, mes parents avaient semblé normaux. Non, je ne leur avais pas donné la permission de prendre le bébé. Oui, je voulais porter plainte si nécessaire. Un agent de sécurité a visionné les images de la caméra et a confirmé qu'Hélène et Marcus étaient sortis à 23h47 avec ma fille en utilisant l'escalier de secours pour éviter l'accueil principal. Le docteur Martinez est apparu, l'air sombre. Nous devons vous faire sortir le plus vite possible pour que vous puissiez déposer une plainte à la police. Cela dépasse le protocole de l'hôpital. Je suis tellement désolée que cela soit arrivé. Elle a examiné mon incision, a déterminé que j'étais suffisamment stable pour sortir malgré le délai précoce, et a signé les papiers pendant que les infirmières s'empressaient de préparer les instructions et les ordonnances. Chaque seconde semblait une éternité. Ma fille avait besoin de moi. Elle avait besoin de manger. Elle avait besoin d'être tenue et mise en sécurité. À midi, j'étais à l'arrière d'un taxi en direction de la maison de mes parents, portant toujours la blouse d'hôpital sous un sweat à capuche qu'Ashley avait trouvé dans les objets trouvés. Mon téléphone sonnait constamment. L'assistante sociale de l'hôpital, un policier demandant des détails. Mon avocat, Richard Chen, que j'avais appelé en panique depuis la zone de sortie. N'y allez pas seul, m'a prévenu Richard. Attendez la police. Mais je ne pouvais pas attendre. Mes seins fuyaient du lait à travers la blouse d'hôpital, trempant le sweat. Les hormones hurlaient dans mon système, chaque instinct exigeant que je retrouve mon enfant. La chauffeuse de taxi, une femme d'âge mûr nommée Rosa, n'arrêtait pas de me regarder dans le rétroviseur avec inquiétude. « Ça va, ma chérie ?» a-t-elle demandé. « Vous avez besoin de l'hôpital ?» Je viens de quitter l'hôpital. J'ai besoin de récupérer mon bébé. Elle a conduit plus vite. La maison de mes parents était exactement comme toujours. Pelouse soignée, revêtements propres. Le camion de Marcus dans l'allée. La normalité de la scène avait quelque chose d'obscène. J'ai payé Rosa, ignorant ses protestations selon lesquelles je devrais attendre de l'aide, et j'ai monté le chemin sur des jambes qui menaçaient de lâcher. La porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, j'entendais des voix venant de la cuisine.
Une conversation normale et décontractée, comme si c'était un dimanche matin ordinaire, comme s'il n'avait pas volé mon enfant et ne m'avait pas laissé seule dans un lit d'hôpital. J'ai poussé la porte et je suis entrée. Derrière moi, j'ai entendu le camion de Marcus démarrer dans l'allée. Il devait m'avoir vue par une fenêtre. La porte d'entrée s'est refermée derrière moi et j'ai entendu le peine dormant s'engager. Ils m'avaient enfermée à l'intérieur avec eux. Hélène se tenait au comptoir, mesurant du café moulu. Elle a levé les yeux quand je suis entrée dans la cuisine et son expression a montré une légère surprise plutôt que de la culpabilité. « Oh, ma chérie, tu es déjà sortie. Nous pensions que tu dormirais au moins jusqu'à cet après-midi. » Où est-elle ? Ma voix est sortie plus stable que je ne le pensais. Où est ma fille ? Elle va bien. Marcus l'a nourrie il y a quelques heures. Elle dort dans l'ancienne chambre de Charlotte. Hélène s'est retournée vers la cafetière, appuyant sur des boutons. Tu avais besoin de repos. L'hôpital était si bruyant et toutes ces infirmières qui entraient et sortaient toutes les 5 minutes. Nous t'avons rendu service. La désinvolture de son ton a fait que ma vision s'est brouillée sur les bords. Vous avez sorti mon bébé nouveau-né de l'hôpital sans permission, sans me le dire. Elle a besoin d'allaiter. Elle a besoin de sa mère. Ne sois pas si dramatique. Hélène a agité la main d'un air dédaigneux. Les bébés boivent du lait maternisé tout le temps. Charlotte a nourri ses 2 enfants exclusivement au lait maternisé et ils vont très bien. Tu n'es pas spécial juste parce que tu veux allaiter. Je me suis dirigée vers les escaliers, mais Hélène s'est mise devant moi. Son visage était passé d'un rejet désinvolte à quelque chose de plus dur, de plus déterminé. En fait, nous devons parler avant que tu ne montes. Hors de mon chemin. Ta sœur avait besoin d'argent pour ses vacances de luxe. Les mots sont sortis fluides, répétés, comme si elle avait préparé cette conversation. Charlotte et Eric planifient cette croisière en Méditerranée depuis des mois. C'est leur voyage d'anniversaire, très cher, et il leur manquait juste un peu de fonds. Nos économies n'étaient pas tout à fait suffisantes pour combler le manque. Alors ta sœur a dû faire ce qui était le mieux pour elle. Les mots n'avaient aucun sens. Ils s'organisaient dans mon esprit, mais refusaient de former une signification cohérente. Qu'est-ce que les vacances de Charlotte ont à voir avec ma fille ? Hélène a souri, un sourire qui appartenait au visage d'une inconnue. Oh, ma chérie, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Tu es jeune, célibataire, tu as toute la vie devant toi. Charlotte a déjà 2 enfants. Elle sait ce qu'elle fait. Et l'agence d'adoption a été très généreuse. Le couple est riche, établi. Prêt à fournir tout ce dont un enfant pourrait avoir besoin. Le sol a basculé. Agence d'adoption. Tout s'est passé très vite, ce qui était une chance. Ces adoptions privées prennent généralement des semaines au minimum, mais Charlotte connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un dans le réseau d'adoption au marché noir. Ils avaient un couple déjà approuvé et désespéré. Prêt à payer le prix fort pour un nouveau-né en bonne santé. L'argent a été viré sur un compte offshore hier soir. Les vacances de Charlotte et Eric sont sauvées et le couple a son bébé. Tout le monde y gagne. Mes jambes se sont dérobées sous moi. Je suis tombée lourdement sur le sol, sentant à peine l'impact à travers le choc qui isolait mon système. Cela n'arrivait pas. Cela ne pouvait pas arriver. Les gens ne vendaient pas de bébés pour financer des vacances. Les mères ne conspiraient pas pour voler les enfants de leurs filles. Où est ma fille ? Je me suis entendu crier les mots, mais ils semblaient lointains, comme si quelqu'un d'autre utilisait ma voix. Qu'avez-vous fait ? Où est-elle ? Des pas ont retenti à l'étage. Charlotte est apparue en haut de l'escalier, et pendant un instant, j'ai ressenti un soulagement. Ma sœur allait arranger ça. Elle allait expliquer le malentendu. Elle me dirait où mon bébé dormait pour que je puisse la nourrir et la tenir, et tout irait bien. Au lieu de cela, Charlotte est descendue les escaliers avec son téléphone à la main, en train de filmer. Ça y est, a-t-elle dit à la caméra, la voix enjouée. La reine du drame se réveille. J'ai essayé de me lever en m'appuyant sur le mur. Mon incision a crié de protestation. Charlotte, où est ma fille ? S'il te plaît, elle a besoin de manger.
Elle a besoin de moi. Je ne veux pas entendre tes jérémiades. Charlotte s'est arrêtée à 2 marches du bas, me regardant avec un mépris que je ne lui avais jamais vu. Fais en un autre, c'est tout. Elle est partie depuis longtemps. La gifle est arrivée avant que je puisse réaliser ce qui se passait. Sa paume a heurté ma joue assez fort pour faire basculer ma tête sur le côté. Puis une autre gifle, et une autre, chacune atterrissant avec une précision exercée. Voilà ce qui arrive quand tu deviens égoïste, a dit Charlotte entre les gifles. Tu te crois si spécial parce que tu es tombée enceinte. Tu n'es pas mariée. Tu n'as pas de foyer stable. Tu travailles dans la vente, pour l'amour de Dieu. Ce bébé mérite mieux que ce que tu pourrais lui offrir. J'ai attrapé son bras, essayant d'arrêter l'agression, mais mon corps était faible à cause de l'opération et du choc. Charlotte a reculé en riant. Regardez-la, a-t-elle crié vers la cuisine, probablement à Hélène. Elle ne peut même pas se défendre. Imaginez qu'elle pense pouvoir élever un enfant. Marcus est alors apparu, se déplaçant plus vite que je ne l'avais vu bouger depuis des années. Sa main s'est refermée sur mes cheveux, tirant ma tête en arrière avec une force suffisante pour que ma vision devienne blanche. Une douleur a explosé sur mon cuir chevelu. Elle part pour ses vacances, a-t-il grogné, son visage à quelques centimètres du mien. Ta sœur a travaillé dur. Elle mérite de belles choses. Tu devrais être reconnaissante que nous ayons trouvé une solution qui profite à tout le monde. Il m'a traîné en arrière par les cheveux vers la porte de la cave. Je griffais ses mains, ses bras, sentant la peau se déchirer sous mes ongles. L'incision dans mon abdomen semblait s'ouvrir. Du sang a trempé la blouse d'hôpital, chaud et collant. Arrêtez, ai-je crié. Vous me tuez. L'opération. Je viens de subir une opération. Tu aurais dû y penser avant de faire des histoires, a dit Marcus. La porte de la cave s'est ouverte, révélant les marches en béton qui descendaient dans l'obscurité. Il m'a poussé vers elle et j'ai attrapé la rampe juste à temps pour ne pas tomber la tête la première. Charlotte est apparue en haut des escaliers, filmant toujours avec son téléphone. Ça va faire tellement de vues, a-t-elle dit. Une sœur folle perd la tête après avoir accouché. Peut-être que je vais lancer un blog de maman. Ils m'ont forcé à descendre les escaliers. Charlotte poussant par derrière tandis que Marcus tirait par devant. La cave sentait le moisi et le vieux carton, exactement comme pendant mon enfance, lorsque cet espace servait de punition pour toute mauvaise conduite perçue. Combien d'heures avais-je passé ici, enfermé dans le noir pour des crimes comme répondre ou avoir un B à un examen. En bas, Marcus a lâché mes cheveux et m'a poussé vers le coin le plus éloigné. J'ai trébuché, me rattrapant de justesse contre la machine à laver. Mes mains sont revenues ensanglantées. L'incision s'était définitivement ouverte. Tu resteras ici jusqu'à ce que tu te calmes et que tu acceptes d'arrêter de faire des histoires, a crié Hélène depuis le haut des escaliers. Elle était apparue à un moment donné pendant la descente, regardant les bras croisés. Le vol de Charlotte part dans 6 heures. Une fois qu'elle sera en route en toute sécurité, nous discuterons de la façon dont tu vas expliquer à tout le monde que tu as choisi l'adoption. Nous avons déjà commencé à le dire aux gens. Tout le monde pense que tu as pris une décision mature et responsable. Je n'ai rien décidé. Ma voix s'est brisée. Vous avez volé mon bébé. Vous l'avez vendu. C'est un enlèvement. C'est du trafic d'êtres humains. Quels mots affreux. Hélène a secoué la tête. Nous sommes une famille. La famille s'entraide. Tu es juste trop égoïste pour voir que Charlotte en avait plus besoin que toi d'un bébé dont tu ne pouvais pas t'occuper correctement, de toute façon. La porte a claqué. Les verrous se sont enclenchés l'un après l'autre. 3 peines dormants distincts que Marcus avait installés des années auparavant, prétendant qu'il avait besoin de sécuriser ses outils et son équipement stocké dans la cave. Je ne m'étais jamais demandé pourquoi quelqu'un avait besoin de 3 peines dormants sur une porte de cave. L'obscurité m'a englouti. La seule lumière provenait d'un petit soupirail près du plafond, couvert de grillages métalliques et de décennies de crasse. Je me suis laissé tomber sur le sol, sentant le sang s'accumuler sous moi, et je me suis permis de crier. Les cris n'ont servi à rien.
Ils ont résonné contre les murs en béton et sont morts sans que personne ne les entende. J'ai crié jusqu'à ce que ma gorge soit à vif, jusqu'à ce que je goûte le sang, jusqu'à ce que la futilité de tout cela pénètre mon état de choc. Alors j'ai arrêté de crier et j'ai commencé à réfléchir. La cave n'avait pas de salle de bain, mais il y avait un évier de service dans le coin. J'ai rampé jusqu'à lui, j'ai ouvert l'eau froide et j'ai bu jusqu'à ce que mon estomac me fasse mal. L'eau était teintée de rouille et avait d'un goût métallique, mais elle m'a un peu éclairci les idées. Je l'ai utilisée pour laver le sang de mes mains et j'ai examiné l'incision. Les points de suture s'étaient partiellement déchirés, mais la blessure n'était pas aussi grave que je l'avais craint. Le saignement s'était principalement arrêté, laissant une plaie suintante qui nécessitait des soins médicaux appropriés, mais qui ne me tuerait pas dans les prochaines heures. J'ai pressé du linge propre d'un panier contre elle, appliquant une pression jusqu'à ce que le suintement cesse. Mon téléphone était toujours dans la poche de mon sweat à capuche. Je l'ai sorti avec des mains tremblantes et j'ai fixé l'écran. Pas de réseau. Les murs de la cave étaient trop épais, la fenêtre trop petite, mais le téléphone avait de la batterie et il avait enregistré ma dernière conversation avec Richard avant que j'entre dans la maison. J'ai ouvert l'application d'enregistrement et j'ai appuyé sur « Enregistrer ». Je m'appelle Catherine Morrison. C'est dimanche après-midi, le 13 octobre, vers 14h30. Il y a 28 heures, j'ai donné naissance à une fille à l'hôpital Saint-Marie par césarienne. Mes parents, Hélène et Marcus Morrison, l'ont sorti de l'hôpital sans permission vers 23h47 la nuit dernière. Ils ont admis avoir arrangé une adoption privée illégale pour financer les vacances de ma sœur Charlotte. Ils m'ont agressé, traîné à la cave alors que je me remets d'une intervention chirurgicale majeure, et m'ont enfermé. Ma voix s'est stabilisée pendant que je parlais, documentant tout, chaque gifle, chaque menace, chaque mot qu'Hélène avait dit sur l'agence d'adoption. J'ai décrit le sang sur mes mains, l'incision déchirée, les verrous sur la porte. J'ai enregistré pendant 20 minutes jusqu'à ce que ma voix s'éteigne à nouveau. Puis j'ai exploré ma prison. La cave était exactement comme je me la rappelais de mon enfance. Sol en béton, solive de plafond apparente, murs bordés d'étagères métalliques contenant des décennies de bric-à-brac accumulés. L'établi de Marcus occupait un coin, couvert d'outils et de projets à moitié finis qu'il n'avait jamais terminés. La chaudière bourdonnait dans un autre coin, fournissant une chaleur minimale. J'avais passé tellement d'heures ici enfant que je connaissais chaque centimètre carré. La fissure dans le sol près du chauffe-eau. L'étagère où Hélène rangeait les décorations de Noël. Le soupirail qui menait au jardin, couvert de grillages métalliques soi-disant pour empêcher les animaux d'entrer. Le soupirail où j'avais caché des choses à l'adolescence. Des choses importantes, des choses secrètes. Je me suis traînée jusqu'à l'étagère sous la fenêtre et j'ai commencé à écarter les boîtes. La plupart contenaient des décorations de Noël, de vieux albums photos, la collection de vieux magazines National Geographic de Marcus. Derrière elle, poussée contre le mur de béton, j'ai trouvé ce que je cherchais. Une boîte en carton marquée « Catherine ». Papier d'école. À l'intérieur, enfoui sous des bulletins scolaires de l'école primaire et de la mauvaise poésie du collège, se trouvait le téléphone prépayé que j'avais acheté à 19 ans lorsque mes parents m'avaient brièvement coupé financièrement. Je l'avais caché lors d'un de nos nombreux conflits, le gardant chargé chez Jennifer chaque fois que je lui rendais visite. La dernière fois que j'y étais allée, c'était il y a 3 semaines, juste avant ma date d'accouchement. Jennifer avait insisté pour le charger complètement, plaisantant sur le fait que j'aurais peut-être besoin d'un backup quand le bébé arriverait. La batterie indiquait 63%. J'ai remercié silencieusement la préparation paranoïaque de Jennifer. Pendant qu'il chargeait, j'ai cherché des outils, tout ce qui pourrait m'aider à forcer la porte ou le grillage du soupirail. Marcus gardait son équipement organisé, et j'ai trouvé un pied de biche, un marteau, un coupe-boulon et une perceuse à batterie avec une charge complète. Le grillage de la fenêtre semblait plus facile que la porte. J'ai traîné la machine à laver sous la fenêtre pour l'utiliser comme marchepied, je suis montée avec le coupe-boulon et j'ai commencé à travailler sur le fil de fer. Des années de rouille l'avaient rendu cassant. Le coupe-boulon a tranché avec des claquements satisfaisants. Le grillage est tombé, laissant la fenêtre exposée. Elle était étroite,
peut-être 60 cm de large et 35 cm de haut quand je l'ai poussé complètement. J'étais plus mince quand je m'étais échappée par cette fenêtre à 14 ans après l'une des colères de Marcus, rampant dans le jardin et me cachant chez mon amie Jennifer pendant 2 jours. J'étais une adolescente maigre à l'époque, peut-être 43 kg. Je suis plus ronde maintenant. Mon corps post-grossesse porte encore un poids supplémentaire. Mais le désespoir rend les gens capables de choses impossibles. Le téléphone prépayé était prêt. J'ai composé le 911 avec des doigts tremblants. 911, quelle est votre urgence? Je m'appelle Catherine Morrison. Je suis enfermée dans une cave au 1847 Oakwood Drive. Mes parents ont enlevé ma fille nouveau-née de l'hôpital Saint-Marie hier et l'ont vendue par le biais d'une adoption illégale. Ils m'ont agressée et je saigne suite à des complications chirurgicales. Ma sœur, Charlotte Thompson, est sur le point de prendre un vol. Je ne sais pas où est ma fille. La voix de l'opératrice s'est faite plus vive. Madame, êtes-vous en sécurité en ce moment? Je suis enfermée dans une cave. J'ai un enregistrement de tout. S'il vous plaît, ma petite fille a besoin de manger. Elle a à peine 1 jour. Ils l'ont prise à l'hôpital. S'il vous plaît, dépêchez-vous. La police et les ambulanciers sont en route. Restez en ligne avec moi. Je suis restée en ligne tout en grimpant sur la machine à laver, tout en me faufilant dans le soupirail. Il m'a fallu des minutes angoissantes de torsion et de poussée pour faire passer ma tête et mes épaules. L'ouverture m'a écorché la peau des épaules et du haut des bras. Chaque mouvement envoyait du feu dans mon abdomen où l'incision tirait et se tendait. Mes hanches étaient le vrai problème. J'ai dû me tourner sur le côté, expirant complètement pour me faire aussi mince que possible. Le cadre de la fenêtre me mordait la chair. Quelque chose s'est déchiré, peut-être l'incision, peut-être juste la peau. Le sang rendait tout glissant. Pendant un horrible instant, j'ai été coincée, à moitié passée, incapable d'avancer ou de reculer. La panique m'a griffé la gorge. L'opératrice continuait de parler, me disant que les ambulanciers étaient à 2 minutes, me demandant si j'allais bien. Je n'allais pas bien, mais je ne pouvais pas rester piégée comme ça. J'ai poussé avec mes jambes contre la machine à laver, tiré avec mes bras sur l'herbe à l'extérieur, et j'ai senti quelque chose céder. Mes hanches sont passées en raclant avec une douleur qui a fait blanchir ma vision. Puis je suis tombée en avant sur l'herbe, atterrissant lourdement sur mon épaule pour protéger mon ventre. L'opératrice a demandé si j'étais toujours là. L'herbe du jardin m'a semblé la plus belle chose que j'ai jamais touchée. Je suis restée là un moment, saignant et pleurant et libre, tandis que les sirènes se faisaient de plus en plus fortes au loin. La police est arrivée la première, 4 voitures dévalant Oakwood Drive avec les gyrophares allumés. Les officiers sont sortis en trombe, les mains sur leurs armes, encerclant la maison. J'ai fait un signe depuis le jardin et 2 officiers ont couru vers moi tandis que d'autres s'approchaient de la porte d'entrée. Catherine Morrison? Une policière s'est agenouillée à côté de moi, appelant déjà les ambulanciers. Nous avons reçu votre appel. Nous avons des unités qui se dirigent vers l'aéroport pour votre sœur. Pouvez-vous me dire où sont vos parents? À l'intérieur. Ils m'ont enfermée dans la cave. Je me suis échappée par la fenêtre. Ils ont verrouillé la porte d'entrée. Quand ils m'ont vue dehors, ils ont su que j'avais appelé à l'aide. Ma fille. S'il vous plaît. Vous devez trouver ma fille. Ils ont dit qu'elle était partie. Ils l'ont vendue à un couple. S'il vous plaît. Encore des sirènes, des ambulances, d'autres voitures de police. Les officiers ont défoncé la porte d'entrée avec un bélier. J'ai entendu le bois se fendre depuis le jardin. Des cris ont éclaté de l'intérieur. La voix d'Hélène s'élevant en protestation. Marcus demandant ce qui se passait. Les ambulanciers m'ont chargé sur une civière tandis que les officiers sortaient Hélène et Marcus menottaient. Le visage d'Hélène s'est tordu de fureur quand elle m'a vu. Espèce de garce ingrate, a-t-elle crié. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu es en train de ruiner la vie de ta sœur. Marcus n'a rien dit, son visage vide et sans émotion, comme toujours. Charlotte n'est jamais arrivée à l'aéroport.
Les officiers l'ont arrêtée à la porte d'embarquement juste au moment où elle s'apprêtait à monter à bord de son vol pour sa croisière en Méditerranée. La vidéo qu'elle avait filmée d'elle-même en train de me gifler était toujours sur son téléphone, ainsi que des messages textes discutant de l'adoption privée avec plusieurs numéros inconnus. À l'hôpital, différents médecins ont examiné mon incision et ont déterminé qu'elle nécessitait une réparation chirurgicale. Je suis retournée en salle d'opération moins de 2 heures après mon évasion spectaculaire, étant mise sous anesthésie tout en expliquant encore et encore à quiconque voulait l'entendre que je devais récupérer ma fille. Quand je me suis réveillée pour la 2e fois, Richard Chen était assis à côté de mon lit, l'air sombre. « Votre fille est en sécurité ?» a-t-il dit immédiatement. La police a retrouvé le couple grâce au virement bancaire et au message texte de Charlotte. Le réseau d'adoption les avait fait séjourner dans un hôtel du centre-ville, en attendant de quitter l'État demain matin. Les officiers ont récupéré votre fille il y a environ 40 minutes. Elle a été examinée par des pédiatres et semble en bonne santé, bien qu'elle ait faim et ait besoin de téter bientôt. Ils l'amènent ici maintenant. J'ai commencé à pleurer et je n'ai pas pu m'arrêter. Soulagement, rage, horreur, épuisement se sont déversés par vagues qui m'ont laissée tremblante. Richard a attendu patiemment, me tendant occasionnellement des mouchoirs. Vos parents et votre sœur sont en garde à vue, a-t-il poursuivi une fois que je me suis assez calmée pour l'entendre. Ils sont accusés d'enlèvement, de trafic d'êtres humains, de voies de fait, de séquestration et d'une douzaine d'autres crimes. Le FBI surveillait ce réseau d'adoption particulier depuis des mois. Votre caleur a donné la percée dont ils avaient besoin pour procéder à des arrestations. Apparemment, le contact de Charlotte a facilité cette adoption illégale au cours de la dernière année. Votre fille est le 8e enfant qu'ils ont récupéré. Comment pensait-il s'en tirer? Ma voix est sortie rauque. Croyait-il vraiment que j'allais simplement l'accepter? Selon les messages textes que nous avons récupérés, Charlotte a convaincu vos parents que vous finiriez par accepter la situation parce que vous cédez toujours face au conflit avec eux. Elle a cité de nombreux exemples de votre enfance. Elle croyait que vous seriez trop honteuse et dépassée pour vous battre. L'exactitude de cette évaluation m'a piqué. Combien de fois avais-je ravalé ma colère, accepté les mauvais traitements, me convainquant que préserver la paix valait la peine de sacrifier mes propres besoins. Il comptait sur le fait que j'étais toujours cette personne. Elle s'est trompée, ai-je murmuré. Très trompée, a convenu Richard. Les preuves sont accablantes, les images de sécurité de l'hôpital, les messages textes, la vidéo que Charlotte a filmée d'elle-même en train de vous agresser, votre déclaration enregistrée depuis la cave. Les papiers d'adoption illégaux. Le procureur dit que c'est le cas d'enlèvement parental et de tentative de trafic le plus documenté qu'elle ait jamais vu. Une infirmière est apparue à la porte et derrière elle, une autre infirmière poussait un berceau. Ma fille était couchée, dormant paisiblement, complètement inconsciente du chaos entourant sa brève existence. Ils ont placé le berceau à côté de mon lit, et j'ai tendu les mains tremblantes pour toucher son visage. Elle était réelle. Elle était en sécurité. Elle était là. Avez-vous un nom pour elle, a demandé Richard doucement. Grace, ai-je dit. Elle s'appelle Grace. Les mois suivants se sont écoulés dans un flou d'apparitions au tribunal, de séances de thérapie et d'apprentissage de la maternité tout en traitant ce que ma famille avait fait. Le procès a fait la une des journaux nationaux. Charlotte, Hélène et Marcus ont tous refusé les accords de plaider coupables, insistant sur le fait qu'ils n'avaient rien fait de mal. Le jury n'était pas d'accord. Charlotte a écopé de 15 ans pour complot en vue de commettre du trafic d'êtres humains, enlèvement et voies de fait. Hélène a eu 12 ans pour des accusations similaires. Marcus a eu 17 ans avec des charges supplémentaires pour voies de fait ayant causé des lésions corporelles en raison des dommages qu'il avait causés à mon incision chirurgicale. Le couple qui avait reçu Grace par le biais de l'adoption illégale s'est avéré être des victimes eux-mêmes, ayant payé près de 50 000 $ à un réseau qu'ils croyaient opérer dans des zones grises légales pour des adoptions privées accélérées. Ils ont témoigné contre les opérateurs du réseau et ont fondu en larmes en décrivant comment ils croyaient qu'ils allaient enfin devenir parents après des années de traitement de fertilité infructueux. Le réseau d'adoption a été démantelé.
7 autres enfants ont été récupérés et réunis avec leurs familles au cours des 6 mois suivants, à mesure que le FBI retraçait l'ampleur de l'opération. L'agent du FBI en charge de l'affaire m'a dit que sans mon évasion et ma documentation, ils auraient peut-être mis une autre année à monter leur dossier. Les réseaux sociaux ont transformé la vidéo de l'agression de Charlotte en une preuve de son caractère. Les images qu'elle avait filmées en se moquant de moi sont devenues une mise en garde contre l'orgueil et la cruauté. Ses rêves de devenir influenceuse sur les réseaux sociaux sont morts avant même de commencer. Richard m'a aidé à intenter des poursuites civiles contre toutes les personnes impliquées. L'argent du règlement a assuré que Grace et moi serions financièrement stables. J'ai déménagé dans un autre état, changé mon numéro de téléphone et recommencé ma vie avec des gens qui n'avaient jamais rencontré ma famille d'origine. Grace a 3 ans maintenant, et j'écris enfin ce récit, préservant les détails tant qu'ils sont encore clairs dans ma mémoire. Elle adore les dinosaures et refuse de manger quoi que ce soit de vert. Elle ne connaît pas encore l'histoire de ses 2 premiers jours de vie. Un jour, quand elle sera plus âgée, je lui expliquerai en des termes qu'elle pourra comprendre. Pour l'instant, elle sait qu'elle est aimée. Elle sait que sa mère s'est battue pour elle. Elle sait que lorsque quelqu'un essaie de prendre ce qui compte le plus, on n'abandonne pas. Même quand on vous enferme dans une cave, on trouve la fenêtre. J'ai encore des cauchemars parfois. Je rêve de la voix désinvolte d'Hélène expliquant l'adoption. De la main de Charlotte heurtant mon visage. De la poigne de Marcus dans mes cheveux. Je me réveille en sursaut, le souffle court, vérifiant que Grace est bien dans son lit, saine et sauve. La thérapie aide. Le temps aide. La distance aide. Construire une vie où je ne suis pas la fille oubliée, le bouc émissaire pratique, celle qui est censée se sacrifier pour le bonheur de tous les autres. Mes parents et Charlotte envoient des lettres de temps en temps, transmises par le bureau de Richard. Ils me reprochent d'avoir ruiné la famille. Ils insistent sur le fait qu'ils essayaient d'aider. Ils prétendent que j'ai tout exagéré. Je ne lis plus les lettres. Richard les garde, les classant comme preuve d'un manque de remords continu. Utile s'il demande un jour une libération conditionnelle anticipée. Jennifer, mon ancienne collègue de travail, est restée mon amie à travers tout cela. Elle me rend visite 2 fois par an, traversant le pays en avion pour passer des week-ends avec Grace et moi. Elle a été la première personne, à part le personnel médical, à tenir Grace après son retour. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, m'a dit Jennifer une fois, en regardant Grace dormir dans son berceau. La plupart des gens se seraient effondrés. J'ai failli m'effondrer. Il y a eu des moments dans cette cave où j'ai voulu abandonner, m'enfoncer dans le sol en béton et cesser d'exister. La douleur, la trahison, l'impossibilité même de ce qu'ils avaient fait aurait pu me détruire. Mais Grace avait besoin de moi. Quelque part, dans une chambre d'hôtel avec des inconnus qui l'avaient payée comme si elle était une marchandise, ma fille avait besoin de sa mère. Alors, j'ai grimpé par la fenêtre. Paula, ma tante du côté d'Hélène, m'a contactée après le procès. Elle s'est excusée de ne pas avoir vu les signes de la toxicité de mes parents, de ne pas être intervenue quand j'étais jeune. Nous prenons un café parfois quand elle visite l'État. C'est le seul membre de la famille avec qui je maintiens le contact. Ta mère a toujours été jalouse de toi, m'a dit Paula lors d'une visite. Tu étais plus intelligente, plus indépendante, plus susceptible d'échapper à son contrôle. Elle t'en voulait pour ça. Charlotte était plus facile à manipuler, alors elle est devenue la favorite. Comprendre la psychologie derrière les abus ne diminue pas la douleur, mais cela fournit un contexte. Cela m'aide à reconnaître que leurs actions reflétaient leur propre dysfonctionnement, pas ma valeur en tant que personne ou mère. Grace commence l'école maternelle dans 2 mois. Elle aura presque 4 ans, pile dans les temps. J'ai déjà examiné le programme de manière approfondie, rencontré les enseignants plusieurs fois, établi des protocoles sur qui peut venir la chercher. Je suis probablement surprotectrice, mais compte tenu de notre histoire, cela semble raisonnable. Elle grandira en sachant qu'elle est désirée. Elle ne doutera jamais que je l'ai choisie, que je me suis battue pour elle, que je remuerai ciel et terre pour la garder en sécurité. Elle ne passera jamais un seul instant à se sentir moins importante que les plans de vacances de quelqu'un d'autre. Parfois,
Je pense à la chronologie alternative où je n'ai pas caché ce téléphone prépayé à 16 ans, où je ne me suis pas souvenu du soupirail, où j'ai abandonné dans cette cave. Dans cette chronologie, Grace grandit avec des étrangers qui l'ont acheté comme une propriété. Dans cette chronologie, Charlotte sirote des cocktails sur une croisière en Méditerranée pendant que je suis enterrée vivante dans la cave de mes parents, saignante et brisée. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai trouvé le téléphone. J'ai coupé le grillage. J'ai rampé par la fenêtre et j'ai appelé à l'aide. Ma famille pensait savoir qui j'étais. La fille docile qui absorbait les mauvais traitements et en redemandait. La bonne poire qui sacrifierait n'importe quoi pour la paix familiale. La faible qui ne pouvait pas se défendre. Ils avaient raison sur qui j'avais été. Ils avaient tort sur qui je deviendrais quand ils menaceraient ce qui comptait le plus. Je ne suis plus cet enfant effrayé, passant des heures enfermée dans une cave pour des infractions mineures. Je ne suis plus l'adolescente qui cachait des téléphones et grimpait par les fenêtres pour échapper à des abus temporaires. Je suis une mère, et ils ont commis l'erreur fatale d'essayer de prendre mon enfant. Grace appelle de sa chambre. Elle est maintenant réveillée de sa sieste de l'après-midi. Je ferme l'ordinateur portable où je tape ce récit, préservant l'histoire au cas où elle demanderait un jour des détails que je pourrais autrement oublier avec le temps. Maman, on peut aller au parc? Absolument, mon bébé. Laisse-moi prendre tes chaussures. Elle bavarde sur les balançoires, sur son amie Emma du terrain de jeu, sur le chien qu'elle veut caresser. Des préoccupations normales de tout petit, heureusement inconsciente de la façon dont elle a failli perdre cette vie. Au parc, je la pousse sur la balançoire pendant qu'elle crie de joie. D'autres parents acquiescent poliment, faisant la conversation sur la météo et les routines du coucher. Ils voient une mère célibataire avec sa fille. Rien de remarquable, rien d'inhabituel. Ils ne voient pas les cicatrices cachées sous ma chemise. Ils ne savent rien du procès, de l'évasion, de la fenêtre qui nous a sauvés toutes les deux. Ils n'ont pas besoin de le savoir. C'est suffisant. Le soleil d'automne, le rire de Grace, la magie ordinaire d'une vie que nous avons failli perdre. Mes parents et Charlotte pensaient qu'ils pouvaient se débarrasser de Grace comme d'un meuble indésirable, la transformer en monnaie pour financer des vacances de luxe. Ils pensaient que je l'accepterais parce que j'avais toujours tout accepté. Ils ont oublié que les mères sont des créatures différentes des filles. Ils ont oublié que certaines limites, une fois franchies, révèlent la vérité sur qui sont vraiment les gens. Grace m'appelle pour que je la rattrape en bas du toboggan. Je cours vers elle les bras ouverts et elle se jette dedans avec une confiance totale. C'est ce qu'ils ont essayé de prendre, cette confiance, cet amour, ce lien féroce qui ne peut être ni acheté, ni vendu, ni enfermé dans des caves. Ils ont échoué. Nous avons survécu. Nous construisons quelque chose de mieux que tout ce que j'ai eu en grandissant. Parfois, tard le soir, quand Grace dort et que la maison est silencieuse, je pense au visage d'Hélène quand la police l'a traînée dehors menottée. Le choc, la fureur, l'incapacité totale de comprendre que les actions ont des conséquences. Elle croyait vraiment n'avoir rien fait de mal. Ils le croyaient tous. Dans leur logique tordue, ils avaient résolu plusieurs problèmes. Charlotte avait son argent pour les vacances, un couple avait un bébé, et j'étais libérée du fardeau de la maternité célibataire. Tout le monde y gagne, avait dit Hélène. Sauf que je n'étais pas un problème à résoudre. Grace n'était pas une monnaie d'échange. Et cette cave a été la dernière fois que je laisserai quiconque me traiter comme si j'étais jetable. L'argent du règlement civil se trouve sur des comptes pour l'avenir de Grace. L'université, les fonds d'urgence, des opportunités que je n'ai jamais eues en grandissant. Le système judiciaire a fourni une compensation financière, mais la vraie victoire était plus simple, nous sommes ensemble. Richard appelle de temps en temps pour me tenir au courant des audiences de libération conditionnelle. Aucun d'entre eux n'a montré de remords. Charlotte soutient toujours qu'elle m'aidait. Hélène insiste sur le fait que j'ai détruit la famille pour un malentendu. Marcus ne dit rien, comme d'habitude. Ils seront âgés quand ils seront libérés. S'ils sont libérés. Grace sera une adulte. Elle pourrait choisir de les rencontrer un jour. Voudra peut-être comprendre d'où elle vient. Ce sera son choix. Je ne l'empoisonnerai pas contre eux,
mais je ne minimiserai pas non plus ce qu'ils ont fait. Elle aura les faits et pourra décider par elle-même de la relation, le cas échéant, qu'elle veut avec sa grand-mère et sa tante biologique. Pour l'instant, elle m'a moi. Elle a Jennifer, Paula, la communauté que nous avons construite. Elle a des fêtes d'anniversaire et des histoires au coucher, et une mère qui la choisira toujours en premier. C'est ce que ma famille n'a jamais compris. Ils voyaient l'amour comme quelque chose de fini, à rationner et à distribuer en fonction des hiérarchies qu'ils avaient créées. Charlotte était précieuse, donc elle méritait tout. J'étais moins précieuse, donc mes besoins étaient sacrifiables. Mais le véritable amour ne fonctionne pas comme ça. Le véritable amour ne vend pas de bébé pour financer des vacances. Le véritable amour ne gifle pas, ne traîne pas et n'enferme pas les gens qu'il prétend aimer. Le véritable amour grimpe par les fenêtres quand c'est nécessaire. Le véritable amour se bat quand il le faut. Le véritable amour dit non quand la famille exige l'impensable. Grace grandira en connaissant ce genre d'amour, le genre féroce, protecteur, inconditionnel que je n'ai jamais reçu de mes parents, mais que j'ai appris à lui donner. Nous restons au parc encore 1 heure avant de rentrer. Grace nourrit les canards à l'étang avec du pain que j'ai apporté spécialement pour ça, narrant les conversations imaginaires des canards avec différentes voix. Elle va être théâtrale quand elle sera plus grande. J'adore ça. De retour à la maison, je lui prépare son dîner préféré pendant qu'elle joue avec des blocs dans le salon. Des moments simples, ordinaires, qui signifient tout. Personne ne nous prendra ça. Personne ne m'enfermera dans une cave ou ne volera mon enfant, plus jamais. Je ne suis plus cette personne, celle qui pouvait être rejetée, contrôlée, manipulée pour accepter ce traitement comme de l'amour. Je suis la mère de Grace, et ça change tout. Le soleil se couche par la fenêtre de notre cuisine, peignant tout en doré. Grace abandonne ses blocs pour me montrer la tour qu'elle a construite, et je l'admire avec l'enthousiasme approprié. Elle rayonne de fierté. Voilà à quoi ressemble la victoire. Pas le verdict du procès, ni l'argent du règlement, ni même l'incarcération de ma famille. Ce ne sont que des conséquences. La justice rendue. Gagner, c'est ça, ma fille dans mes bras. Notre propre maison, notre propre vie, construite sur les décombres de tout ce que j'ai laissé derrière moi. Ils ont essayé de me briser dans cette cave. Ils ont essayé de prendre tout ce qui comptait. Au lieu de cela, ils m'ont montré exactement à quel point je pouvais être forte. Ils se sont révélés complètement, dépouillant toute illusion qu'ils m'avaient jamais vraiment aimée. Et ils m'ont fait le plus grand cadeau, accidentellement. Une clarté absolue. Plus de doute. Plus de culpabilité à l'idée de fixer des limites. Plus besoin de me demander si j'étais le problème. Je n'étais pas le problème. Je ne l'ai jamais été. J'étais la solution. La mère qui s'est défendue, qui a grimpé par les fenêtres, qui a refusé de les laisser écrire la fin de cette histoire. Grace et moi écrivons notre propre fin maintenant. Et elle est magnifique.